Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Dr NS. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la vue médiale du cerveau, c'est-à-dire le télencéphale associé au diencéphale. Cette vidéo sera une sorte de synthèse. Nous avons déjà étudié la coupe latérale et la coupe de Charcot, mais aujourd'hui, nous allons regrouper toutes les informations et compléter les détails pour mieux comprendre l'organisation médiale du cerveau. Alors, avant d'étudier la vue médiale de cerveau, il faut mentionner que dans la dernière séance, en ce qui concerne le développement de la vésicule télencéphalique, je vous ai fait un schéma qui montre la vue médiale des diverses circonvolutions et je vous ai montré les diverses circonvolutions en ce qui concerne soit le territoire latéral, soit le territoire médial. Mais je vous ai caché le diencéphale exprès pour ne pas vous charger par beaucoup d'informations et je vous ai dit qu'il sera mieux de laisser ces éléments pour une prochaine vidéo. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette séance. On va essayer de révéler les diverses structures qui vont former le diencéphale. Mais cette fois-ci, c'est pas dans la coupe de Charcot qui est une coupe frontale, mais on va essayer de projeter la coupe de Charcot sur une vue médiale. Donc, on va essayer de voir la vue médiale ou la vue de profil de chaque structure diencéphalique. Alors, juste, je vais faire un petit rappel en ce qui concerne les diverses circonvolutions qui vont occuper la face médiale du télencéphale. Si vous voulez savoir ça en détail, je vous conseille de voir la première vidéo en ce qui concerne le développement de la vésicule télencéphalique. Alors, ici, on a le gyrus singulaire. Ici, c'est le frontal supérieur, frontal ascendant, pariétal ascendant, précuneus, cuneus, O3, O4, O5, T3, T4, T5. Ici, cette bosse, c'est de l'incus à l'intérieur duquel se situe ou chemine le corps amygdaloïde. Ici, c'est le gyrus dentatus. Ici, ce sillon là-bas qui est plus marqué, c'est le sillon singulaire. Ici, cette césure, c'est la césure parieto-occipitale. Cette césure là-bas qui est centrale, ça s'appelle soit la césure centrale, soit la césure de Rolando. Ici, c'est le sillon pré-rolandique et le sillon post-rolandique. Ici, c'est de la césure calcarine. Ici, ce sont les divers sillons temporo-occipitales. Ici, c'est de l'incisure temporo-occipitale. Alors, en ce qui concerne les structures diencéphaliques, on a déjà discuté la formation de chaque structure diencéphalique et on a su l'organisation sur le plan frontal. Mais on va essayer de projeter cette représentation frontale sur la vue médiale du cerveau pour visualiser chaque structure en vue de son profil. Voilà. Alors, si on va couper cette coupe à ce niveau pour faire sa projection sur la vue médiale, le premier élément sur lequel on va tomber, après les circonvolutions bien sûr, c'est le corps calleux qui va être coupé là-bas. Comme je vous ai dit, le corps calleux, c'est un regroupement de la substance blanche qui va former deux corps de part et d'autre et qui vont être réunis. Ces corps calleux, ils vont décrire un aspect de rideau avec une concavité ou bien du voile avec une concavité qui est supérieure et il va décrire sur la vue latérale ou bien la vue médiale un aspect de fer à cheval parce qu'il va suivre l'incurvation et le développement du télencéphale et donc il va gagner cet aspect en fer à cheval. Et je vous ai déjà représenté dans la deuxième vidéo une vue comme ça. On a dit que le corps calleux, c'est une structure qui va être formée par l'intermédiaire de un ensemble de segments. Ici, c'est le rostre. Ici, c'est le genou du corps calleux, le corps du corps calleux et vers la fin, on va avoir le splénium du corps calleux. Voilà la configuration en vue médiale de corps calleux. Si on va continuer la dissection, on va tomber sur cette structure là-bas. C'est quoi cette structure? C'est
le septum pellucidum. Comme je vous ai dit, c'est une sorte d'une enveloppe qui va permettre de relier à la fois le corps calleux avec le fornix. Donc, on va le représenter ici. Voilà. Donc, ça, c'est le septum pellucidum. Et lorsqu'on va continuer la dissection, on va tomber sur une autre structure, c'est le fornix. Comme je vous ai dit, le fornix, il a une configuration supérieure qui a un aspect triangulaire. Alors, c'est comme ça qu'il va apparaître. Donc, ici, c'est le fornix avec sa structure triangulaire qui forme le corps du fornix. Ici, ce sont les colonnes, ce sont les prolongations antérieures du fornix. Et comme je vous ai dit, ces prolongations vont s'enrouler autour du pôle antérieur du thalamus qui est représenté là-bas en bleu pour former le foramen de Monroe. Puis, ces prolongations ils vont continuer leur chemin vers l'arrière et en dehors et vers le bas pour rejoindre l'hypothalamus et c'est à ce niveau que les colonnes de fornix ils vont rejoindre les corps mammillaires de part et d'autre. On a dit que aussi le fornix a des prolongations qui sont postérieures. Ce sont les piliers de fornix qui vont continuer leur chemin vers l'arrière, puis vers le bas, puis latéralement, puis vers l'avant. Et ils vont se terminer au niveau du corps amygdaloïde, localisé au niveau de l'incus, cette structure qui est, ou cette bosse qui est localisée en dessus par rapport à la 5e circonvolution temporale. Alors si on va faire une projection ici de ce qui est localisé là-bas, donc on va observer que le noyau codé elle est plus latéralement situé par rapport au fornix et c'est presque au même plan par rapport au fornix. Donc à ce niveau là-bas, ce qui est représenté en vert, c'est le fornix. Et ce qui est ici représenté en noir et qui a un aspect de C, c'est le noyau codé. Alors le noyau codé, c'est une structure qui a 3 portions. Ici, on va retrouver la tête du noyau codé. Ici, c'est le corps du noyau codé. Ici, c'est la queue du noyau codé qui va se terminer au niveau de ce corps amygdaloïde. C'est le même niveau de la terminaison qu'avec les piliers de fornix. Ce qui est représenté ici en formant une sorte de bande, c'est le corps de fornix. Ici, ce sont les prolongations postérieures du fornix qui vont former les piliers qui vont rejoindre le noyau codé pour se terminer au niveau du corps amygdaloïde. Alors, ce qui est représenté là-bas en pointillé, ce sont les colonnes de fornix. Comme vous allez constater là-bas, les colonnes de fornix ils vont venir pour s'enrouler autour de thalamus, cette structure ovoïde là-bas, pour former un foramen interventriculaire, c'est le foramen de Monroe, le trou de Monroe qui relie les ventricules latéraux par rapport au 3e ventricule. Puis il va continuer son chemin et il va longer la face latérale du thalamus, puis l'hypothalamus et il va descendre pour se réunir à une structure hypothalamique qui s'appelle le corps mammillaire. C'est à ce niveau que va se terminer la colonne de fornix. On a dit que on va tomber sur le corps calleux, puis le septum pellucidum, puis le fornix. Et donc, on va obtenir un schéma final comme ça. Et comme je vous ai dit, le fornix, c'est une structure qui a une orientation vers l'arrière et vers le haut et qui va venir à ce niveau pour s'accoler avec le corps calleux. Alors, on continue l'incision et on va tomber sur la fente de Bichat et à la fois le thalamus. Alors, il faut savoir que la fente de Bichat il a un aspect de doigtier à la vue médiale.
Et à la vue frontale, il gagne un aspect hexagonal ou un aspect qui est circulaire. Donc cette fente de Bichat, comme je vous ai dit, c'est une structure qui est tapissée par des feuillets qui sont mélangés. C'est de la pie mère. Donc ces limites, ils vont être formés exactement par de la pie mère. Alors, vous allez constater là-bas que la fente de Bichat, elle va avoir le même niveau que le thalamus. Alors qu'en réalité, non. Parce que ce schéma-là, c'est un schéma qui est pédagogique. C'est pas un schéma qui est réel et que les professeurs utilisent le plus souvent pour montrer les diverses structures diencéphaliques et télencéphaliques pour que les étudiants puissent assimiler l'information. Mais en réalité, cette structure, c'est pas à 100% vrai. Et donc, la fente du Bichat sur la vue médiale va se localiser un peu supérieure par rapport au thalamus. Et le thalamus, il va être localisé au niveau de sa partie inférieure. Mais quand même, vous allez constater là-bas qu'il va former sa partie inférieure. Et le fornix va former sa partie supérieure. Comment on va représenter ça sur la vue médiale? Alors ici le fornix. Et je vous ai dit que la surface inférieure de fornix va former la surface supérieure de cette fente qui est la fente de Bichat. Et je vous ai dit que la fente de Bichat va être délimitée par de la pie mère. Et comme vous allez constater là-bas, la pie mère elle est fixée sur la surface du troisième ventricule par l'intermédiaire des stries abénulaires. Donc on va essayer de représenter le thalamus avec les stries abénulaires avec cette limite de la fente de Bichat. Donc on va prendre comme repère ces colonnes là-bas qui vont s'enrouler autour du thalamus. Et donc le thalamus va être localisé là-bas. Donc voilà, ici c'est le thalamus et on a dit que la fente de Bichat, il va se terminer à ce niveau. Donc sa face inférieure, il va être formé par de la pie mère qui tapisse le troisième ventricule. Et ici, on va constater deux structures en aspect de tête d'épingle. Ce sont les structures abénulaires qui vont coiffer la face médiale de thalamus. Et comme je vous ai dit la dernière séance, ces structures épithalamiques ou bien ces structures abénulaires ont un rôle très important parce qu'ils vont jouer un rôle de colle et ils vont permettre la fixation de la toile choroïde de troisième ventricule et comme ça on n'aura pas de glissement de la surface supérieure ou bien du toit de troisième ventricule. Donc par la suite, la face inférieure de cette fente il va être localisé à ce niveau. Si par exemple là-bas on va représenter les stries abénulaires, on aura ici de la déflexion de la structure mélangée. Et donc, la structure mélangée va arriver à ce niveau. Et comme ça, on va obtenir la fente de Bichat, comme vous allez constater là-bas, qui a un aspect de doigtier sur la vue médiale. Si on voulait présenter ces stries abénulaires sur une coupe supérieure, ces stries abénulaires, bien sûr, on a deux thalamus. Et donc, on aura deux stries abénulaires. Et ces stries abénulaires vont se continuer vers l'arrière. Ils vont se réunir pour former, bien sûr, comme une sorte de structure commissurale sur laquelle va cheminer une structure qui est glandulaire, c'est de la glande péniale qui va participer dans la sécrétion de la mélanotonine, celle qui va nous aider à dormir. Alors, ils vont débuter là-bas et ils vont se continuer vers l'arrière. Et de part et d'autre, ces deux stries abénulaires ils vont se réunir, ils vont former comme une sorte d'une structure commissurale sur laquelle repose la glande péniale. Et donc, par conséquence, vers la terminaison des stries abénulaires, on va observer la glande péniale. Je vais la représenter là-bas, ici en arrière. On aura la glande péniale. Voilà.
Dans ce schéma, vous allez constater un ensemble des structures. Ce sont les corps géniculés. Ces corps géniculés, ils vont longer le pôle postérieur de thalamus ou bien le pulvinar de thalamus. Ces deux structures, ils ont une configuration qui va être arrondie. Il y en a deux. Il y a euh, une qui est localisée latéralement et une localisée médialement. Donc, la forme qui est localisée latéralement, ça s'appelle le corps géniculé latéral. Et ici, c'est le corps géniculé médial. Donc, ces corps géniculés vont envoyer des fibres de part et d'autre pour communiquer avec le mésencéphale afin de construire des voies soit auditives ou bien visuelles. Alors, pour faire la part des choses, je vais vous donner une sorte d'astuce pour mémoriser ça. Alors, retenez, ici, il y en a des colliculis. Ce sont des colliculis soit supérieurs ou bien inférieurs. Et vous allez constater là-bas, cette structure qui est latérale va être un petit peu localisée en haut par rapport à cette structure qui est médiale. Et donc, ce qui est localisé en haut, logiquement, va se communiquer avec les structures qui sont en haut. Et ce qui est localisé en bas, il va communiquer avec les structures qui sont localisées en bas. Alors, le corps géniculé qui est ici médialement et qui est localisé en bas, il va se communiquer avec le colliculi inférieur. Et le corps géniculé ici latéral, normalement dit latéral, qui va apparaître un petit peu supérieur par rapport à ce corps géniculé. Donc, il va envoyer ses prolongations ou bien ses communications pour se relier avec le colliculi supérieur. Alors, ce qui est supérieur, c'est visuel et ce qui est inférieur, c'est auditif. Si on va voir la configuration spatiale de nos yeux par rapport à nos oreilles, on va constater que nos yeux ou bien nos orbites oculaires sont un peu plus hauts par rapport à nos oreilles. Et donc, par la suite, on va utiliser cette astuce pour mémoriser ces voix. Et donc, les voix qui sont situées en haut, ce sont les voix visuelles. Et les voix qui sont situées en bas, ce sont les voix auditives. Alors, si on va faire une projection de ces corps géniculés sur la vue médiale, qu'est-ce qu'on va obtenir? Comme vous allez constater, ces corps géniculés, les deux, ils vont être un petit peu cachés par l'intermédiaire de la glande péniale. Donc, je vais les représenter en pointillés et on va obtenir cet aspect. Bien sûr, ils sont en nombre de deux, mais on ne peut pas vraiment les distinguer. Voilà. Si on continue la dissection, on va rencontrer la lumière de troisième ventricule. Et puisque le troisième ventricule, c'est une structure qui est cavitaire, donc on a la capacité de voir ce qui se passe au niveau de sa paroi latérale. Et donc, ici seulement, c'est de la continuité du thalamus. On a déjà dessiné la totalité du thalamus. Ce qui reste là-bas, c'est l'hypothalamus. Alors, ici, on va retrouver l'hypothalamus qui a un aspect de sablier ou bien un aspect qui est triangulaire. C'est comme ça. Il faut noter qu'à la vue médiale, l'hypothalamus va être subdivisé à un ensemble des zones. Et chaque zone il va correspondre à une fonctionnalité qui est différente. Ici, on va constater une zone, c'est de la zone préoptique en dessous duquel on va retrouver le chiasma optique. Le chiasma optique à la coupe, il va apparaître en forme circulaire. On va détailler par la suite la vue supérieure du chiasma optique pour comprendre la configuration de cette structure anatomique. Ici, c'est la zone supraoptique. Ici, c'est de la zone paraventriculaire. Ici, c'est de la zone de noyau arqué à l'intérieur duquel se situe le noyau arqué et en dessous duquel va prendre la naissance la tige pétuitaire.
qui va se terminer par l'intermédiaire de la glande hypophysaire. En arrière, on va retrouver une zone, c'est une zone postérieure qui est destinée pour la formation du corps mammillaire. Le corps mammillaire, bien sûr, c'est de la terminaison du fornix. Ici, ce sont les piliers du fornix, les deux piliers du fornix de part et d'autre. Donc, ils vont longer la face latérale des thalamus, ils vont pénétrer à l'intérieur de l'hypothalamus et ils vont se réunir avec le corps mammillaire. Je vais représenter cette trajectoire par des pointillés. Voilà. Alors, il faut noter que le chiasma optique, ce n'est pas une structure qui est diencéphalique, mais c'est une structure issue à partir de la crête neurale. Comment? Je vous ai dit qu'il y en a des cellules de la crête neurale qui sont de type tocipotente. Ils ont la capacité de migrer vers des diverses zones. Il y en a quelques structures qui ont la capacité de migrer vers la région céphalique pour former de la vésicule oculaire. Cette vésicule oculaire, au fur et à mesure, il va se développer et il va former le globe oculaire. Et en arrière, on aura un regroupement d'un ensemble des corps cellulaires qui vont envoyer leurs fibres. Ce sont les cellules qui vont former la rétine. Donc, par la suite, il y en a des fibres qui vont être envoyées ou bien les prolongations de ces corps cellulaires et ils vont former deux faisceaux. Ce sont les nerfs optiques. Ces nerfs optiques, ils vont par la suite, au fur et à mesure qu'ils vont pénétrer dans la boîte primitive, ils vont être entravés par l'intermédiaire de l'hypothalamus parce qu'ils veulent continuer leur trajectoire vers le cortex pour réunir le cerveau avec les yeux. Mais ils vont se retrouver entravés par cette structure là-bas qui est l'hypothalamus. Et donc, on aura par la suite un croisement des fibres et c'est ce qui va créer par la suite le chiasma optique. Alors, je vais représenter une vue supérieure du chiasma optique pour comprendre l'aspect. Voilà, ça c'est une vue supérieure du chiasma optique. Ici, on va retrouver les globes oculaires. Et comme je vous ai dit, on a des cellules nerveuses qui vont occuper la surface postérieure et qui vont envoyer leur prolongation. Et ces prolongations vont s'épaissir, ils vont s'allonger, ils vont former des fibres. Ce sont les nerfs optiques de part et d'autre. Les nerfs optiques de part et d'autre, ils vont pénétrer dans la cavité formée par les cellules mésenchémateuses qui vont former les prochaines cavités orbitaires. Et donc par la suite, ils vont rejoindre la boîte crânienne primitive pour se réunir avec le cortex cérébral, mais ils vont être entravés par l'intermédiaire, ici c'est du hypothalamus de part et d'autre. Et ces fibres veulent en même temps continuer leur trajectoire vers le cortex. Et donc la solution qui reste, c'est que ces deux fibres, ils vont se croiser et ils vont se réunir et ils vont former ce chiasma. Donc si on va faire une coupe qui va passer à ce niveau, ce faisceau là-bas, il va être transformé en aspect circulaire à la coupe. Et donc, on va obtenir cette configuration là-bas à la vue médiale. Voilà. Ce qui nous reste, c'est des structures de la substance blanche qui vont venir de part et d'autre. Donc, comme je vous ai dit, il y en a de la substance blanche qui va réunir les deux hémisphères cérébraux sur le plan supérieur. Mais il nous reste les deux pôles postérieurs et antérieurs. Et donc, s'il n'y a pas de liaison au niveau du pôle antérieur et postérieur, ces deux hémisphères vont glisser l'une par rapport à l'autre et ils vont pas être stables. Alors, il y en a des fibres qui vont être envoyées au niveau du pôle antérieur et du pôle postérieur pour former des structures commissurales antérieures et postérieures. Ce sont les commissures antérieures et postérieures. Si on va considérer cette zone, le pôle antérieur, et cette zone, le pôle postérieur. Et alors, on aura deux commissures, ici
antérieur et ici postérieur. Et dans la vue supérieure, bien sûr, on va voir le corps calleux de part et d'autre qui va former la commissure supérieure. Et donc, si on va faire une coupe qui va passer à ce niveau, ça va donner deux structures circulaires au niveau du pôle antérieur ainsi qu'au niveau du pôle postérieur. Donc, où vont être localisées ces deux structures circulaires? La première structure circulaire, qui est la commissure antérieure, va être localisée à ce niveau. Et il va faire des liaisons avec le rostre de corps calleux, qui est aussi une structure commissurale. Et en arrière, on va retrouver la commissure postérieure, qui est localisée à ce niveau. Presque à ce niveau. Donc, bien sûr, on aura de la pie mère qui va tapisser cette surface. Ce sont des structures nerveuses. Il va s'enrouler autour de cette structure, là-bas. Il va continuer son chemin. Voilà. Et ici, là-bas, on va retrouver de la substance ménagée qui va s'enrouler autour de la structure commissurale et d'un part sur le thalamus et aussi sur l'hypothalamus et aussi sur le chiasma optique. Et donc, il va décrire une sorte de ligne de déflexion ici, puis une ligne de déflexion là-bas. Il va aussi tapisser le corps mammillaire. Voilà. Et si on va représenter le troisième ventricule, où est-ce qu'il est localisé le troisième ventricule? Vous voyez ici la surface supérieure de troisième ventricule va être en rapport avec les stries abénulaires. Et donc, on va déduire que la surface supérieure de troisième ventricule va être à ce niveau là-bas. Et donc, ce plexus choroïde à ce niveau va être localisé dans cette zone, en dessous des stries abénulaires. Voilà. Ici, c'est de la paroi antérieure de troisième ventricule. Ici, c'est de la paroi inférieure de troisième ventricule qui est en regard du bord inférieur de l'hypothalamus. Donc, il va suivre ou il va longer le bord inférieur de l'hypothalamus. Voilà. Et il va décrire aussi un aspect de cône ou bien un aspect de sablier. Et ici, de l'éponyme qui va tapisser la paroi postérieure de troisième ventricule. Et donc, ce qu'on va déduire de ce schéma, c'est que la face postérieure de troisième ventricule va être occupée par les corps géniculés, la glande péniale et les commissures postérieures. Alors que la face antérieure de troisième ventricule va être occupée. Ici, c'est par la commissure antérieure. Ici, cette lame que vous allez constater, c'est de la lame terminale. Et ici, c'est le chiasma optique. Au niveau de la face inférieure, va être en communication avec l'hypothalamus d'un part et aussi de la tige pituitaire et les corps mammillaires. Et latéralement, il va être en communication avec le thalamus et l'hypothalamus. Voilà le V3. Et donc, comment on va représenter la silhouette de ventricule latéral? Alors, si on va faire une coupe qui passe de la ligne médiane, on va pas voir la lumière de ventricule latéral proprement dite, mais on va voir plus sa paroi médiale. Et donc, puisque la paroi médiale du ventricule latéral va être formée par le septum pellucidum et le fornix, donc le ventricule latéral va être à ce niveau.
Ça, c'est le ventricule latéral. Ici, c'est de la fente de Bichat ou bien la fente transverse du cerveau. Alors, si on va prendre ce schéma qui va représenter la vue médiale de l'ensemble des structures télencéphaliques et diencéphaliques, on veut le projeter sur les circonvolutions, sur ce schéma là-bas. Donc, au lieu de tracer cette structure circulaire qui est hachurée, on voudrait faire de la projection de ce schéma sur cette structure circulaire. Alors, on va obtenir comme schéma final cet aspect. Voilà l'aspect terminal. Donc, en dessous du gyrus singulaire, la première chose qu'on va constater à la coupe médiale, c'est le corps calleux. Voilà le corps calleux. Et donc, on va le déposer ici. En dessous, je vous ai dit, il y a du septum pellucidum avec ici le fornix. Et donc, cet ensemble il va former la paroi médiale de ventricule latéral. Puis, on a ici, c'est la fente de Bichat ou la fente transverse. Ici, c'est de la strie abinulaire. Ici, c'est de la glande péniale. Ça, c'est le thalamus. Ces structures en pointillés, ce sont les corps géniculés. Juste en dessous, on va retrouver la commissure cérébrale postérieure. Ici, on va voir le chiasma optique avec la lame terminale là-bas. Et ici, cette structure qui va se relier avec le rostre, c'est une structure commissurale et donc c'est de la commissure antérieure cérébrale. Juste en dessous, cette structure qui est hachurée en bleu, c'est de l'hypothalamus. Et donc voilà la lumière de troisième ventricule. Donc sa paroi inférieure va rentrer en communication avec le reste de l'hypothalamus et la tige pituitaire, les corps mammillaires et plus ou moins le chiasma optique. Là, la face antérieure va être en rapport avec la lame terminale et le chiasma optique avec la structure commissurale antérieure. En haut, il va être en rapport avec l'istria binulaire et la déflexion de la pimaire avec le plexus choroïde qui va former la toile choroïde de troisième ventricule ou bien le toit de troisième ventricule. Et voilà. Ici, vous allez retrouver les diverses circonvolutions, les gyrus temporales, avec ici du gyrus occipital, ici le cuneus, ça c'est le précuneus, le pariétal ascendant, le frontal ascendant, le frontal supérieur, le gyrus singulaire avec le sillon singulaire. Alors, je voulais ajouter un tout petit point concernant les ventricules latéraux. Alors, les ventricules latéraux ne vont pas avoir cette configuration là-bas en aspect arrondi, mais en réalité, puisqu'ils vont former la lumière de la vésicule télencéphalique et donc ils vont suivre la configuration de télencéphale et sa plicature. Et donc, par la suite, cette lumière va se transformer en une structure en aspect de C. Et au fur et à mesure, cette cavité va se rencontrer avec un pôle, il va décrire des cornes. Et donc, les cornes de structure ventriculaire vont correspondre au pôle des structures tissulaires télencéphaliques. Alors ici, vous allez constater une configuration des ventricules, mais c'est une sorte de vue transparente de la vue latérale de cerveau parce que normalement, lorsqu'on va dessiner la vue latérale du cerveau, on ne va pas voir ces structures ventriculaires. Mais je vous ai fait exprès ce schéma pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du télencéphale. Alors ici, vous allez retrouver une structure qui a un aspect de C. Cette structure qui a un aspect de C, c'est
ce sont les ventricules latéraux. Ben, en fait, on a deux ventricules latéraux, mais puisque c'est une vue latérale, donc on va voir un seul ventricule latéral. Vous allez constater là-bas, cette structure va mimer l'aspect de noyau codé. Le noyau codé, voilà sa configuration. Et les ventricules latéraux, ils ont presque la même configuration. La différence, c'est que les ventricules latéraux, ils vont former cette corne là-bas qui est une prolongation des ventricules latéraux qui va s'éloigner de la structure de noyau codé. Et il va former cet aspect là-bas. Et après, cette structure, il va commencer à s'amincir. Il va presque suivre la même trajectoire ou bien il va mimer la même trajectoire que le fornix et à la fois le noyau codé. Et donc, l'union entre le fornix et le noyau codé va permettre de décrire cette corne qui est la corne temporale. Voilà. Juste en dessous, on va retrouver cette structure là-bas qui va décrire le troisième ventricule qui a un aspect de cône. Et vous allez observer là-bas deux angles. Ces angles ils vont correspondre à des lignes de déflexion par rapport au chiasma optique ainsi que, donc voilà, par rapport au chiasma optique, ce qui est là-bas va être dessiné là-bas en forme d'angle. Et ce qui est là-bas va être dessiné en forme d'angle là-bas. Et donc, ces deux structures angulaires vont correspondre successivement ici au niveau antérieur à la ligne de déflexion qui passe à travers du chiasma optique. Et ici, on va retrouver l'angle qui va correspondre à la ligne de déflexion qui va passer à travers de la tige pituitaire. Ici, c'est la caduque de mésencéphale qui va faire communiquer le troisième ventricule avec le quatrième ventricule. Ce que vous allez noter là-bas, c'est le trou de Monro. Voilà, qui va relier de part et d'autre les deux ventricules latéraux par rapport au troisième ventricule. Voilà pour aujourd'hui, nous avons étudié la vue médiale du télencéphale et du diencéphale en synthèse en intégrant toutes les connaissances vues dans la coupe latérale et la coupe du Charcot. Dans la prochaine séance, nous allons projeter ces structures sur les schémas de l'atlas d'anatomie pour mieux visualiser leur réalité anatomique et leur disposition dans le cerveau humain. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la vue médiale du cerveau. And remember, on this channel our purpose is simple. Think the medicine differently, map the mind and master the medicine. See you in the next video inshallah. كانت معكم دكتور إنس.